Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document source assez unique, je trouve, un appel à la responsabilité. Hmm. C'est un texte de 5 pages, il est daté de 2025 et signé par Issa Tiroma Bakari. C'est sous la bannière Tiroma 2025, We Are the Power. Oui, Et ce qui est particulier, c'est qu'il s'adresse très directement aux forces de défense et de sécurité du Cameroun. tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce message, de comprendre le contexte, en tout cas tel qu'il est présenté dans le texte, et puis de saisir les enjeux de cet appel. Oui, effectivement, ce qui frappe tout de suite, c'est cette interpellation publique de l'armée. C'est pas rien. Non, Et le texte nous dit, enfin selon ses propres termes, qu'on est dans un climat post-électoral très tendu. Il y a une référence à un vote populaire, le 12 octobre, d'accord. et s'adresser comme ça publiquement aux forces armées, c'est jamais anodin. Surtout dans une situation décrite comme critique. Donc oui, ça mérite qu'on s'y arrête pour comprendre la perspective de l'auteur. Alors allons-y. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la façon dont il commence. Pas par la crise elle-même, mais par l'identité de l'armée. Oui, Il la définit comme un véritable melting pot de corps de métier, mais il insiste surtout sur l'idée d'un corps d'élite, prêt à tout sacrifier pour servir la République et ses institutions. Pourquoi commencer comme ça, d'après vous? C'est quoi la stratégie? ah mais c'est fondamental comme approche. C'est une manœuvre rhétorique en fait. En posant cette définition d'emblée, l'auteur il établit une base idéologique très forte. C'est-à-dire? Il dit, l'armée ce n'est pas une entité à part, ce n'est pas une milice privée. Non, elle vient de la nation. Son allégeance première, c'est à la République, à l'intérêt général et aux institutions légales. D'accord. Il ancre l'armée dans cet idéal républicain, avant même de parler des problèmes concrets, quoi. Et il enfonce le clou, oui. Il précise très clairement ce que l'armée n'est pas. Je cite, ils ne sont pas au service d'un clan, d'une caste ou d'un ordre mystique quelconque. C'est très spécifique comme négation. Exactement. Puis il renforce le lien avec le peuple. Ils sont au service de tout le peuple. Ils partagent même ses souffrances, la pauvreté qui conduit à la misère. Ce sont les fils et filles de notre nation. Et cette insistance, elle n'est pas juste là pour décrire, elle est prescriptive. C'est pour rappeler, ou peut-être pour réaffirmer, une allégeance fondamentale qui, d'après l'auteur, pourrait être menacée. Menacés par quoi? D'autres loyautés? Voilà, des loyautés personnelles, claniques ou autres, enfin c'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Il cherche à créer une solidarité presque organique entre l'armée et le peuple. Une origine commune, une condition partagée. Hmm. C'est une façon de dire votre sort est lié à celui du peuple, pas à celui d'un petit groupe. On voit bien la construction, oui. Et cette image est encore renforcée par des mots très forts. Gardien de la nation, protecteur de la patrie, bouclier du peuple. C'est presque une idéalisation. Oui, il y a de ça. Et puis arrive cette phrase qui semble être vraiment le pivot de tout cet argumentaire sur l'identité. Vous avez prêté serment à la Constitution et non à une photo ou encore à des ordres venus d'un entourage invisible. Là, le contraste est Saisissant. absolument. Et ce point-là, il est crucial parce qu'il établit une hiérarchie très claire des loyautés. La Constitution au sommet. Exactement. La Constitution, le texte fondateur de la République, tout en haut, et toute autre forme d'allégeance, que ce soit à une personne, une photo, ça vise sans doute une figure d'autorité, ou à quelque chose de plus occulte, d'invisible, Oui. tout ça est explicitement mis en dessous. Subordonné. C'est l'affirmation que la seule boussole légitime pour l'action militaire, c'est le cadre légal et républicain. Point. Donc cette première partie, c'est pas juste une intro, c'est déjà une prise de position très forte. Ça prépare le terrain pour la suite. Tout à fait. On sent déjà une tension, là, entre cette vision de l'armée républicaine et une autre utilisation possible de la force, peut-être comme armée de répression. C'est une opposition qui va structurer le reste de l'appel, j'ai l'impression. C'est tout à fait ça. Ce socle moral et légal, il est essentiel pour la logique de l'auteur. En rappelant ses principes, ou en tout cas sa version de ses principes, il se donne les moyens de justifier les demandes très, très exigeantes qu'il va faire ensuite. Il cadre le débat avant même de l'ouvrir vraiment. Alors, justement, venons-en à ce cadre, au contexte spécifique que dépeint Issa Chiroma Bakari. Pourquoi cet appel, à ce moment précis? Le document est très clair là-dessus. Tout tourne autour d'un événement récent, ce fameux vote du 12 octobre. Oui, l'urgence de l'appel, elle est directement liée à ce scrutin. L'auteur affirmait qu'il y a eu une mobilisation populaire énorme. Le peuple se serait rendu massivement aux urnes le 12 octobre dernier pour exprimer sa volonté souveraine.
Hmm. Il dépeint ça comme un acte de civisme fort, un peuple courageux qui vote avec l'espoir que sa voix compte, que sa volonté soit respectée, que la vérité des urnes triomphe. C'est présenté comme un moment démocratique, presque pur, quoi. Mais cette pureté, elle n'aurait pas duré longtemps. D'après le texte, quasiment tout de suite après, cette volonté populaire est menacée. C'est ça. Il parle de manœuvres contraires à la vérité du scrutin, qui chercheraient par tous les moyens à détourner ce choix clair. Il évoque même des preuves accablantes de fraude massive qui circuleraient. Là, la rhétorique monte d'un cran quand même. Effectivement, la description du contexte est dramatisée. Pour souligner l'imminence du danger, l'auteur construit un récit de cris aigus et la volonté populaire, légitime, clairement exprimée selon lui, serait sur le point d'être volée. Volée par des manipulations post-électorales. Et ces manœuvres sont qualifiées très durement. Ah oui, avec des termes extrêmement négatifs. Leur objectif est funeste, irréaliste, incompréhensible et inacceptable. Le but, c'est clairement de susciter un sentiment d'indignation, d'urgence aussi. On sent bien cette volonté de présenter la situation comme intolérable, qui plonge le pays dans l'incertitude à cause de ses agissements présumés. Il s'agit donc bien de poser un narratif, un vote légitime, mais menacé par des forces antidémocratiques. Exactement, et ce narratif est crucial pour justifier l'interpellation de l'armée. C'est parce que la situation est dépeinte comme exceptionnelle, comme une tentative de sabotage de la démocratie, que l'appel aux forces de sécurité devient, dans la logique de l'auteur, non seulement légitime, mais même nécessaire. Et face à cette menace perçue, comment le peuple réagit-il, toujours selon le document? Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur prend soin de préciser la nature de cette réaction. Oui, le peuple, témoin de ces injustices, descend dans les rues ici et là, non pour détruire, mais pour défendre sa dignité. L'accent est vraiment mis sur le côté pacifique, défensif. C'est un point important de sa narration, oui. Le peuple ne chercherait pas la violence, mais réclamerait simplement la vérité de son choix, la vérité de son avenir. Le tableau qui est brossé, c'est celui d'une confrontation, imminente ou déjà en cours. D'un côté, une population pacifique, Voilà. qui a joué le jeu démocratique, qui manifeste légitimement pour défendre son vote. Et de l'autre côté, des manœuvres obscures qui visent à imposer un résultat différent. Par la fraude, selon lui. Ce qui nous amène à ce point de friction critique, là où l'armée est sommée de prendre position. Son rôle dans cette narration devient absolument déterminant pour l'issue de la crise. Précisément, l'auteur positionne l'armée comme l'arbitre de fait, ou en tout cas, comme l'acteur dont l'action ou l'inaction pèsera le plus lourd. C'est pourquoi la suite logique de l'appel, ce sont des demandes très concrètes adressées aux forces de défense et de sécurité. Et ces demandes, elles sont formulées sans détour, avec une charge émotionnelle palpable. Par exemple, ne prêtez pas vos armes à l'injustice. Ne laissez pas le sang de vos frères, de vos sœurs, de vos parents couler pour défendre le mensonge. C'est une interpellation très personnelle, non? Oui, c'est un appel puissant qui joue sur plusieurs registres en même temps. Il y a l'appel à la conscience morale individuelle, l'injustice, le mensonge. Mhm. Il y a l'appel à la fraternité, aux liens familiaux, communautaires, vos frères, vos sœurs, vos parents. Ça rappelle l'origine populaire de l'armée dont il parlait au début. Oui, c'est vrai. Et surtout, il redéfinit l'acte potentiel de répression. Utiliser la force contre les manifestants, ce ne serait pas maintenir l'ordre républicain, mais se faire le complice actif d'une injustice et d'un mensonge. C'est une tentative de retourner complètement la perspective habituelle du maintien de l'ordre. En fait, tirer sur les manifestants, dans ce cadre, ça équivaudrait à trahir la mission fondamentale de l'armée telle qu'il l'a définie lui-même. Exactement. Et l'appel va encore plus loin. Il demande explicitement la désobéissance à certains ordres. En effet, le texte est très clair. Protégez les populations, refusez les ordres injustes qui vous demanderaient de tirer sur vos compatriotes. C'est une injonction directe. À la désobéissance sélective, fondée sur un jugement personnel de la légalité, de la moralité de l'ordre reçu. Ce n'est pas une mince affaire d'appeler publiquement à ça. Et pour appuyer cette demande qui est extrêmement sérieuse, l'auteur insiste sur un point juridique et moral crucial, la responsabilité individuelle. Il écrit « Sachez que nul ne pourra se cacher derrière un ordre illégal pour justifier des violences contre des innocents. La responsabilité personnelle de chacun est engagée devant la loi, la nation et surtout devant Dieu. » Comment on interprète cette insistance ? C'est sans doute l'un des passages les plus percutants et potentiellement les plus risqués de l'appel. En rappelant ce principe de la responsabilité individuelle face à un ordre manifestement illégal, c'est un principe qui existe en droit international et souvent dans les codes de justice militaire. D'accord.
L'auteur essaye de briser la chaîne de commandement basée sur l'obéissance passive. Il place chaque soldat, chaque gendarme, chaque policier devant un choix personnel. Un choix avec des conséquences potentiellement lourdes. L'obéissance n'est plus une excuse absolue, selon lui. Et le jugement se ferait devant plusieurs instances. C'est ça. La loi humaine, la communauté nationale, la nation, et même une autorité transcendante, Dieu. Ça ajoute une dimension morale presque spirituelle à ce choix. Il renchérit même. Ceux qui vous donneraient des ordres contraires à la loi et à la conscience ne porteront pas votre responsabilité. Elle sera individuelle, personnelle et historique. L'objectif ultime de cette posture courageuse demandée aux forces armées, simplement aider le peuple à rétablir pacifiquement la vérité. L'appel tente donc de persuader les membres des forces de sécurité que leur véritable honneur, leur devoir le plus profond, ça ne réside pas dans l'obéissance aveugle à la hiérarchie immédiate, Mais mais plutôt, plutôt dans la protection des citoyens et dans le refus actif de participer à ce qui est présenté comme une injustice flagrante, une usurpation de la volonté populaire. La désobéissance à un ordre jugé illégal est ainsi recadrée. Ça devient un acte suprême de loyauté envers les idéaux fondateurs, la nation, la Constitution. cette section se termine sur une note qui mélange exigence et perspective historique. Le moment est venu de prouver que l'armée du Cameroun est républicaine, digne et patriote. Il les invite à rester dignes, professionnels et surtout du bon côté de l'histoire. Cette invocation de l'histoire, c'est significatif. Ah oui, l'appel au jugement de la postérité, c'est un levier rhétorique classique dans les moments de crise politique intense. Ça vise à évrer le débat au-dessus des contingences immédiates, à souligner la gravité du moment présent, en suggérant que les actions ou les inactions d'aujourd'hui auront des répercussions durables et qu'elles seront jugées par les générations futures. Au fil de cette lecture, il y a une opposition fondamentale qui structure tout le document. Une dichotomie presque, tranchée entre deux pôles, le peuple d'un côté et ce que l'auteur appelle le régime de l'autre. Le portrait du peuple est assez détaillé d'ailleurs. Tout à fait. Le peuple, c'est ce véritable melting pot comme l'armée, il le dit au début. Il partage une condition souvent difficile. Il vit la chair, la souffrance, la pauvreté qui conduit à la misère. Il est présenté comme la victime principale des frustrations, des dénis de droits qui l'ont acculé, placé, dos au mur. C'est un peuple qui souffre. Mais pas seulement. L'auteur lui attribue aussi des qualités de force, de résilience. Il est baroudeur, audacieux, conquérant. Un peuple qui, face à l'injustice persistante, les mêmes causes produisent les mêmes effets, écrit-il, finit par réagir. Il y a une énergie vitale qui lui est reconnue, pas juste la passivité de la victime. Cette double caractérisation peuple souffrant mais aussi peuple fort et déterminé, ça sert à la fois à susciter l'empathie et à justifier sa légitimité à réclamer le changement. Sa cause est juste parce qu'il souffre et sa détermination est crédible parce qu'il est décrit comme résilient, combatif. Et face à ce peuple, le document positionne le régime. La critique est parfois suggérée, parfois très directe. La plus nette, elle concerne la durée. Oui, la mention du temps, c'est un argument récurrent. Le texte parle de défendre le mensonge pour défendre un régime installé depuis 43 ans qui s'éternise. Cette référence temporelle précise, ça vise clairement à souligner une usure présumée du pouvoir, un manque de renouvellement démocratique, et à insinuer que ce long règne est en soi un problème, voire la cause des maux actuels. Le régime est aussi explicitement désigné comme la source des difficultés, celui qui le peuple estime être la cause de tout leur malheur. Et, de manière intéressante, l'auteur essaye de créer une scission entre l'armée et ce régime. Il qualifie ce dernier de régime qui vous méprise et vous appauvrit, en s'adressant là directement aux forces de l'ordre. Oui, c'est une tentative. Une tentative de dire « vous aussi, vous êtes victime de ce système » en gros. C'est ça. Cette opposition peuple-régime, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'argumentaire. Le peuple incarne la légitimité, la souffrance, l'aspiration au changement. Le régime représente l'illégitimité, selon l'auteur bien sûr, l'immobilisme, la cause des problèmes, et il s'accroche au pouvoir contre la volonté populaire présumée. C'est une vision très polarisée de la situation. Dans cette configuration binaire, quel rôle précis l'auteur attend-il de l'armée armée? Comment il formule les attentes du peuple vis-à-vis de ses gardiens? Les attentes sont formulées très clairement, souvent en miroir des actions qui sont redoutées ou critiquées. Par exemple, le peuple n'attend pas de vous la force, il attend de vous la protection. Ah oui, C'est une opposition directe à l'image d'une armée utilisée comme simple outil de répression. C'est un appel à privilégier le rôle protecteur sur le rôle
coercitif. Il poursuit, il n'attend pas la peur, il attend la justice. La justice, dans ce contexte précis de l'appel, ça semble directement synonyme du respect de la vérité des urnes, tel que l'auteur la conçoit en tout cas. La dernière attente formulée, il n'attend pas la division, il attend l'honneur. Ici, l'honneur de l'institution militaire est explicitement lié, dans l'argumentaire de Chiroma, à sa capacité à se ranger du côté de la justice, toujours au sens de la vérité électorale et de la protection du peuple. D'accord. Plutôt que de servir les intérêts présumés d'un régime contesté ou de maintenir par la force un statu quo jugé illégitime. L'armée est donc mise en demeure de choisir son camp, avec cette idée que son honneur et même son identité républicaine sont en jeu. L'appel vise clairement à influencer cette décision cruciale en redéfinissant les termes de la loyauté et du devoir dans ce contexte de crise. C'est une stratégie de persuasion intense, oui, qui tente de mobiliser les valeurs fondamentales de l'institution militaire, l'honneur, le devoir, le patriotisme, le service à la nation, pour l'amener à adopter une posture spécifique face à la crise politique décrite. Il s'agit de convaincre les forces armées que leur véritable loyauté va à la République et au peuple, et non au pouvoir en place, si celui-ci est perçu comme agissant contre ses entités supérieures. Bon, pour récapituler un peu les points saillants de cette analyse du document d'Issa Chiroma Bakari, on a affaire à un appel politique très direct, chargé émotionnellement, juridiquement aussi, adressé aux forces de défense et de sécurité camerounaises. C'est ça. L'auteur le situe dans un contexte qu'il présente comme une crise post-électorale aiguë, où la volonté populaire issue d'un scrutin récent, le 12 octobre, serait sur le point d'être bafouée. Au cœur de cet appel, il y a une exhortation pressante à choisir un camp, celui de la Constitution, du peuple souverain et de la vérité électorale telle que l'auteur l'interprète, insistons là-dessus, contre un régime décrit comme manipulateur, responsable des difficultés du pays après 43 ans de pouvoir et sur le point de commettre une injustice majeure. Les demandes concrètes sont fortes, sans ambiguïté. Assurer la protection des citoyens qui manifestent pacifiquement, refuser activement d'utiliser la violence contre eux, et surtout désobéir aux ordres jugés illégaux, en invoquant la responsabilité individuelle devant la loi, la nation et Dieu. Hmm. L'objectif final assigné à l'armée, c'est d'agir en tant que force républicaine pour aider à rétablir pacifiquement la vérité. Ce qui est fascinant ici, et qui ouvre peut-être une piste de réflexion un peu plus large, c'est cette insistance marquée, tout au long du texte, sur le devoir de l'armée envers des entités, abstraites mais fondamentales. La République, le peuple, la Constitution. Oui, Et ces entités sont explicitement distinguées du gouvernement ou du régime en place. Si on reste strictement dans la perspective offerte par ce document, sans préjuger de la réalité des faits qu'il allègue, ça soulève une question fondamentale. laquelle ? Comment une institution militaire, qui est structurée par la hiérarchie, la discipline, comment est-elle censée, concrètement, interpréter et mettre en œuvre cette distinction critique entre le service de l'État pérenne et la loyauté au pouvoir exécutif du moment. Surtout lorsque la légitimité de ce dernier est aussi ouvertement et frontalement contestée comme elle l'est ici. C'est en effet une interrogation vertigineuse sur la nature même du rôle de l'armée dans un état de droit, surtout en période de turbulences politiques extrêmes, telles que l'a dépeint ce document. Comment on navigue entre le devoir d'obéissance et le devoir de conscience face à la Constitution ? Une question qui dépasse largement le cadre de cet appel spécifique et qui touche au cœur de la relation entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire.